Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Eleven Corner avec plein de beaux matchs aussi et 3 invités ce soir. On aura Ahmed Touba, c'est bientôt la période des Diables Rouges. Lui, il va devoir choisir entre les Belges et l'Algérie. On aura l'occasion de l'avoir avec nous. Damien Marc de Zult Waregem sera là aussi. Est-ce que Zult sera l'invité surprise dans le top 4? Qui sait? Et puis Sébastien Hussler, aussi journaliste dans le groupe Sud Presse, suiveur de Moucron, viendra un petit peu faire le point avec nous. Mais sur l'ambiance du côté du Canonnier, là où c'est assez chaud pour le moment. Bienvenue dans Eleven Corner. J'ai dit 3 invités. En fait, il y en a un de plus, évidemment. C'est Alex Teclac qui est là ce soir. Salut Alex. Salut Jérémy, salut à tous. Très élégant. Merci, mais vous aussi, je vous renvoie le compliment. C'est gentil. Alex, on va regarder les affiches de ce week-end. Il y en a des belles. Je vais vous demander de choisir celle qui va vous intéresser peut-être le plus. Regardez, ça commencera dès demain. Charleroi-Saint-Tron. Il y aura samedi dans le box-to-box Eupen OHL, Waasland-Beveren-Berscott et Antwerp-Courtrai. Et puis dimanche, Moucron-Standard. Très important aussi pour des ambitions diverses. On y reviendra. Club de Bruges, Zult Waregem, Anderlecht, Malines, Genk Cercle et lundi la Gantoise au stand. Alex, s'il y a un match qui attire votre attention? Celui où je serai, pas parce que j'y serai, mais parce que c'est un match super important et pour le Standard et pour Moucron. Donc je pense que c'est quand même le match qui sera sans doute le plus attendu et le plus suivi. Eh bien, on commence par celui-là. Alors, le match entre Moucron et le Standard. Le Standard doit se remettre aussi de ce classico. On va faire un petit débrief rapidement. Beaucoup de supporters ont finalement aussi reproché au Standard de ne pas avoir cette grinta, de ne pas avoir cette envie. Voilà, il n'y avait pas de feu dans le jeu du Standard. Oui, après, il y avait un Anderlecht qui était bien organisé, mais c'est vrai, quand ils ont été menés au score, Jérémy, ils ont eu des difficultés à pouvoir rentrer de nouveau dans la partie parce que leur début de match était correct, même très correct. Ils s'étaient créés des situations. Le problème qu'ils ont eu, c'est effectivement peut-être un manque de leadership. Ça a été rappelé par l'entraîneur, ça a été rappelé aussi par Baudard. Mais d'un autre côté, il faut quand même reconnaître aussi que les erreurs individuelles s'accumulent du côté du Standard et qu'actuellement, c'est vraiment ce qui leur pose problème. Pratiquement chaque but vient d'une erreur individuelle ou d'une succession d'erreurs individuelles. Donc là, on ne peut pas prétendre à grand-chose quand on commet de telles bêtises. C'est vrai que ce problème défensif aussi dont vous parlez, c'est 15 buts encaissés sur les 7 derniers matchs. C'est aussi 7 matchs de suite sans clean sheet, Alex. Et quand on regarde un petit peu le bilan sous Montagnier, même si on sait qu'Mbaïlaï a dit aussi le principal, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, le bilan, c'est 1,6 buts encaissé par match sous Ley, c'était 1,1 sous Montagnier. Voilà, c'est des statistiques, ça vaut ce que ça vaut, mais ça explique un petit peu ce que vous voulez mettre en lumière. C'est ça, parce qu'en fait, du côté de Montagnier, je m'en étais déjà expliqué, on voyait des erreurs, on va dire, plus globales, plus collectives. Par exemple, dans l'action d'un mauvais pressing, qui n'était pas synchronisé. On voyait une équipe qui pouvait être battue sur ce genre de choses. Mais ici, effectivement, la gestion des contre-attaques sur les phases arrêtées du Standard, sur ses propres phases arrêtées, a posé problème. Pas la peine de revenir sur les épisodes de Bruges, etc. Et puis, simplement, parfois, des actions de base rudimentaires, je veux dire, dans le chef d'un élément ou l'autre. Et c'est pas forcément que les éléments défensifs. On les a vus quand même commettre des erreurs individuelles à ce niveau-là qui sont inhabituelles. Ce qui vous a un petit peu ennuyé aussi cette semaine, ça a été peut-être le rétro-pédalage d'un certain Mbaïlaï. Ça a fait beaucoup de foin, en fait, pour le dire comme ça, cette semaine, sur les propos qu'il aurait tenus. Oui, c'est un peu, finalement, presque une tempête dans un verre d'eau. Vous parlez de la qualité des joueurs, pour contextualiser. Mais moi, je pense aussi que le fait est que, moi, je m'en suis expliqué, on sentait évidemment, après un match comme celui-là, de la frustration chez l'entraîneur. C'est bien évidemment normal, parce que, de nouveau, ils étaient punis à cause d'erreurs individuelles, c'est le classico, etc. Donc voilà, peut-être que sa réponse se fait aussi à chaud, mais je l'ai rappelé, je trouve que c'est toujours un jeu dangereux, effectivement, de parler de ces joueurs, sauf si ça a été fait en amont ou que ça a été fait ensuite en aval avec eux, de leur dire vraiment ce qui a été dit. Et là, si les choses sont acceptées par le ROUC et qu'elles se font de manière tout à fait indépendante, il n'y a pas de souci. Était-ce aussi un signal envoyé à sa direction? J'en sais rien, je ne suis pas dans les secrets du Standard. Mais voilà, effectivement, je pense que c'est bien maintenant qu'il ait réagi de la sorte et que les choses soient calmes au Standard parce qu'ils vont en avoir besoin et ils vont avoir besoin de leurs joueurs pour arriver à atteindre leurs ambitions. Moi j'ai une question pour vous, Alex. Aujourd'hui on vous facilite entre guillemets un petit peu la tâche puisqu'on va la faire à choix multiples. Le Standard top 4, top 8 ou rien du tout? Pour l'intérêt du foot, j'espère au minimum top 8.
c'est important parce que cette année-ci, on pourrait avoir s'ils ne sont pas en play-off 1, parce que ça va être chaud d'y être, pour toutes les équipes, d'ailleurs pas pour cette 4e place, c'est au moins d'avoir des play-off 2 qui soient attractifs. On pourrait quand même retrouver des équipes vraiment qui sont des équipes habituées au play-off 1. Et finalement, ce sont des play-off 1 un peu bis, quoi. Si toutefois, ces équipes-là parviennent à se qualifier, je pense au Sporting de Charleroi, je pense au Standard aussi, qui sont vraiment, même au Stand, si d'aventure ils n'étaient pas en play-off 1, parce que Dieu sait que c'est une équipe qui aura produit du jeu et qui aura été attractive. Bon, on va regarder le calendrier justement de Moucron, plutôt vous le rappeler, puisqu'il y aura donc la rencontre, je disais de Moucron, du Standard bien sûr, Moucron-Standard pour commencer dimanche. Après, il y aura un match à Genk. Pour le Standard aussi, pas facile. Il y aura un match contre la Gantoise à Eupen et ils termineront à la maison contre le Berscott. Voilà le programme qui va peut-être leur permettre d'aller chercher le top 4 ou peut-être plus réalisable le top 8. On parlait aussi de ce match contre Moucron. Ce sera en fait un duel entre les 2 pires bilans actuels du championnat, Alex. Je vous propose d'accueillir Sébastien Hussler. Il est avec nous ce soir. Il est journaliste pour le groupe Sud Presse et il suit l'Excel Moucron depuis le début de la saison. Salut Seb. Salut Jérémy, salut Alex. Bon, merci d'être là. Pour être tout à fait franc et honnête, on avait fait une invitation aussi pour avoir Hervé Kofi, notamment le gardien du club moucronois. Bon, le club a préféré ne pas mettre de joueurs à notre disposition pour qu'il reste concentré. Et ça peut se comprendre, on le respecte bien évidemment. On le salue d'ailleurs tous les moucronois. Seb, merci d'être là. L'ambiance au club justement dans cette période un petit peu plus compliquée, comment vous la ressentez ? Elle est quelque peu particulière parce que pour nous aussi, en effet, c'est compliqué d'avoir des joueurs dans le contexte actuel. On aurait par exemple voulu s'entretenir avec Nuno da Costa. Ça n'a pas été possible non plus. Après, voilà, on sent que le staff a envie aussi de préserver le groupe, de les garder de garder les joueurs dans une certaine bulle aussi pour les conscientiser un maximum sur cette course au maintien. On va regarder les images de ce qui s'est passé le week-end dernier dans ce match où on pensait vraiment que Moucron allait l'emporter. C'était 0-2 encore à la 85e minute. Déplacement au Berscott avec ce but tout d'abord de Donana. Pendant que les buts défilent, on va surtout analyser ce qui s'est passé dans les dernières secondes. Alex, Seb, j'ai envie de vous entendre tous les deux. C'est cette faute ou non de Van Hammel. Beaucoup ont crié un peu au scandale. Est-ce que Moucron a été volé? Alex Teclac. En tout cas, le VAR n'a pas fait son boulot, très clairement. C'était quand même, ça paraît évident qu'il y avait une faute. Ok, certains vont dire oui, mais il se fait peut-être bousculer un petit peu trop facilement. Ouais, mais moi je veux bien, à un moment donné, ce genre de faute, elles doivent être sifflées, point à la ligne. C'est évident, il y a même une double faute de Van Hammel. Donc, ok, la première, certains vont dire que ouais, c'est une petite bousculade, mais ensuite, il y a faute, point à la ligne. Et ce but ne doit jamais être validé. Ceci dit, je voudrais quand même nuancer mes propos. C'est pas la première fois qu'il perd des points en fin de match. Vous prenez le bilan contre Waasland Beveren, Anderlecht et maintenant Berscott. C'est presque une erreur professionnelle en menant comme cela. Ouais, la 0-2 à la 85e, comme tu le dis, Jérémy, c'est quand même incroyable. On va la revoir ici, cette faute dont on parlait. Allez, c'est évident, même sur le plan large, on voit. Et l'arbitre est bien placé, hein. Donc il y a peut-être cette erreur-là. Il y a aussi la VAR qui n'intervient pas. Enfin, allez, je veux dire, il y a faute, c'est point à la ligne. Mais bon, je termine par ça en disant que c'est 6 points perdus contre les 3 clubs que je citais là à l'instant, c'est trop. Et c'est aussi, pour moi, quand même des drôles de décisions par rapport à Waasland Beveren avec Arbaoui, je pense aussi, qui rentre dans les dernières minutes et qui en fait annule leur jeu parce qu'ils ne remontent pas. Sur des situations comme ça, des arrêts de jeu, etc., est-ce que c'est pertinent de le faire? Moi, je ne crois pas. Sur une phase arrêtée, ça l'est encore moins de faire des changements. Et on voit qu'Amdi arrive, mais il arrive trop tard. Alors peut-être que lui, en première zone, il peut intervenir. Et finalement, on ne parle pas de la faute de Van Hammel. Donc, il y a la faute de Van Hammel, il y a le VAR qui aurait dû intervenir, mais il y a aussi des drôles de choix quand même de la part de, selon moi, du staff à ce moment-là, à des moments qui sont inopportuns. Ça, c'est mon avis. Ces 6 points, prenez ces 6 points-là, Anderlecht, Waasland et Berscott, ajoutez-les, ils sont tranquilles. Ils sont dans un fauteuil. Sébastien, une réaction peut-être par rapport à cela? Tout d'abord par rapport à la faute peut-être de Van Hammel. Alors pour vous, oui, faute ou non? Et puis de quelle manière finalement ces 2 points perdus-là a impacté le groupe? Oui, je rejoins l'avis d'Alex. Le VAR aurait dû intervenir sur cette phase-là. Après, voilà, Moucron aurait aussi dû temporiser, je pense, à un certain moment, lorsque l'Excel avait le ballon en zone offensive. Il y avait peut-être moyen aussi de gagner un petit peu de temps. Et là, l'équipe manque encore un petit peu de métier. C'est malheureusement récurrent. Et en effet, Moucron est l'équipe qui a le plus encaissé dans le dernier quart d'heure depuis le début de saison.
Ouais, Après, en fait, les joueurs ont été clairement été marqués après ce partage. On l'a clairement dit que c'était un nul qui avait un goût de défaite. Et au vu du scénario, c'est clair que Moucron avait tout pour se relancer, pour revenir dans le sillage de Saint-Tron également, qui avait été battu dans la foulée contre Penn. Donc Moucron a clairement joué avec son bonheur dimanche. Le calendrier de Moucron, je vais vous le donner aussi, puisqu'il y aura un match contre Ostende, ce sera à la maison. Il y aura un match à Charleroi. Il faudra ensuite recevoir l'Antwerp et puis aller au club de Bruges. Ben oui, c'est peut-être le pire scénario pour les Moucronois. Seb, est-ce que Moucron va s'en sortir ? Je pense que Moucron peut viser cette place de barragiste. Ça reste dans leur corde. Ceci dit, depuis le début de saison, on a vu que l'Excel était capable de tenir la dragée haute face aux formations du top. Donc, pourquoi pas, si l'équipe parvient à prendre conscience de ses capacités et en tout cas de retrouver aussi son organisation qui lui avait été bénéfique durant toute une partie de la saison, notamment lorsque Simao avait repris l'équipe en main. Il avait su organiser, il y avait du jeu offensif, ils avaient réussi à faire la différence, se créer des occasions. Donc je pense qu'ils peuvent en tout cas essayer de se maintenir à cette place de barragiste. Et par rapport à ce calendrier dont je vous ai parlé, lors du tour précédent, c'est-à-dire lors des rencontres allées, eh bien, face à ces mêmes équipes, Moucron avait pris 6 points sur 15. Donc comme quoi il y a peut-être là aussi moyen d'aller chercher quelque chose, même si toutes les équipes vont avoir les crocs dans cette fin de championnat avec des ambitions diverses. Alex, Moucron va-t-il s'en sortir ? Il y a quelques semaines, vous nous disiez Waasland Beveren va descendre, on verra pour le reste. Vous rejoignez Seb ? Oui, moi je pense que la place de barragiste, c'est l'objectif, je vais dire, à atteindre pour les Moucronois. Maintenant, le problème, c'est que l'extra-sportif va indéniablement avoir une influence. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, on y viendra sans doute, Jérémy, mais ça peut avoir une influence. Et là, on ne parle plus simplement du terrain, on parle de choses aussi qui sont dommageables et qui touchent surtout les dirigeants. Seb, vous vouliez réagir par rapport à cela ? Oui, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est le pain quotidien de Moucron à chaque année où il y a des bruits extrasportifs qui viennent un petit peu perturber le sportif. Et ici, je pense en tout cas que la direction a été claire avec les joueurs mercredi matin, avant l'entraînement, où Paul Allard a été clair. Il a annoncé aux joueurs qu'il allait avoir des retards dans les paiements des salaires du mois de février. Donc là, après, je pense que c'est aux joueurs aussi de faire face à leurs responsabilités. Ils ont été avertis. Normalement, ils seront payés avant le 10 mars. Donc, je ne pense pas que ça peut avoir une influence sur le groupe. Oui, on espère évidemment que ceux-ci ne viennent pas se rajouter aux petits problèmes qu'il y a pour l'instant, même s'il y avait du mieux contre le Berscott, il faut aussi être reconnaissant par rapport à cela, sauf les 5 dernières minutes qui ont été fatales à Moucron. Pour refermer ce chapitre, Alex, un dernier mot par rapport à cela ? Non, mais j'espère vraiment qu'ils ne seront pas encore... parce que le sport national ces dernières années, effectivement, en ce qui concerne les autres clubs, c'est les attaques incessantes sur la licence de Moucron. Ouais. J'espère que de ce côté-là, ça va bien se passer aussi, parce que je vois déjà certains clubs prêts à dégainer. Vous allez voir que ça va arriver, on en reparlera d'ici quelques semaines malheureusement. Malheureusement, on risque en effet d'en reparler. Pour l'instant, la situation, si Moucron devait être barragiste, ce serait face à Serein, qui est 2e en division 1B. Serein-Westerlo, ça va être chaud à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup Seb d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et à très bientôt dans les travées des stades pour ceux qui ont encore l'occasion de vous y croiser. On espère que les supporters pourront bientôt vous venir vous faire un petit coucou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Alex, nous on continue de parler de football bien sûr avec Charleroi. Charleroi qui va accueillir Saint-Tron. Charleroi qui n'y arrive toujours pas. Ben non, c'est vrai. Et le problème que rencontre Charleroi, c'est que souvent, quand ils jouent une équipe malade, puisque c'était le cas de Genk aussi, c'est souvent malheureusement eux qui la relancent. Alors pourquoi ? Peut-être aussi parce que l'équipe malade contre laquelle ils jouent a ce soir-là peut-être un peu plus les crocs, tout simplement. Et c'est vrai que vous pouvez regarder, ils ont comme ça rencontré à certains moments des équipes dont la série n'était pas très bonne non plus. Et finalement, ils ont été battus par ces équipes-là. Mais c'est incroyable parce que dans ce match face à Genk, la première demi-heure, la rencontre, elle doit être pliée. Je veux dire, Charleroi est vraiment dominant et fort, incroyablement fort, je trouve. Ils ont vraiment une assise et une emprise sur le match qui est très claire. Ils ne savent pas faire la différence, comme trop souvent ces derniers temps. Et là, la moindre petite erreur, le moindre petit contre-effort qui ne se fait pas comme sur cette action-ci, eh bien, vous le payez. Comme face à Waasland Beveren. Tout à fait, complètement. Et c'est un petit détail, je sais, parfois dans la tête des joueurs, vous savez, ça peut paraître inaperçu, un peu anodin, de ne pas faire le contre-effort de 20 mètres qui vous attend pour
pour simplement arrêter l'action de l'adversaire. Mais Jérémy, pour avoir connu ces situations-là et le cercle vicieux dans lequel on est à ce moment-là, ces petits efforts, en fait, ces tout petits détails, mais c'est eux qui vont faire que le résultat va pencher pour vous. Et si un des joueurs ne le fait pas, un seul pion ne le fait pas, dans ces cas-là, vous allez le payer. Le foot, malheureusement, est cruel à ce moment-là parce que la réussite, elle dépend aussi de l'état d'esprit et voilà, d'un état d'esprit impeccable, sans faille. Charleroi, deuxième pire bilan actuel de la compétition. Je vous pose la même question. Charleroi, Alex, top 4, top 8 ou rien du tout en fin de saison? Là aussi, je vais répondre comme pour le Standard. J'espère au moins le top 8. J'espère au moins le top 8 parce que c'est quand même des équipes qui, naturellement, doivent se retrouver à ce niveau-là de la compétition. C'est un minimum pour elles. Et puis, encore une fois, le côté attractif de ces playoffs 2 sera vraiment intéressant. Charleroi est à 7 points du top 4, mais à un match de moins. Et pour l'instant, on n'a surtout pas Morioka. Est-ce qu'il est là le problème? C'est un problème quand on n'a pas un joueur de sa qualité, c'est clair. Parce que c'est quand même quelqu'un qui sait orienter le jeu, qui sait temporiser le jeu, qui sait contrôler le jeu, qui a une qualité dans la dernière passe. On ne parle pas de sa qualité de vista, c'est évident, qui est même capable de marquer facilement. Donc je pense que c'est aussi un point de repère pour les autres. Et pour l'adversaire, savoir que Morioka joue ou qu'il ne joue pas, on n'a quand même pas la même approche non plus du côté de l'adversaire. Ça, on l'oublie souvent aussi de le citer. Et c'est quelqu'un qui est capable de jouer sous pression aussi, qui sait résister au pressing adverse. Quand on est privé d'un de ses meilleurs joueurs, effectivement, comme lui, indéniablement, là aussi, on est affaibli, c'est certain. Vous parliez tout à l'heure d'un Charleroi qui avait l'art de relancer des équipes un petit peu malades. Attention, vendredi, et donc c'est-à-dire demain soir, c'est quand même Saint-Tron qui vient du côté de Charleroi. Saint-Tron, on a bien cru à un moment donné qu'ils allaient assurer leur maintien assez facilement. Mais là, ils sont une nouvelle fois dans une spirale un petit peu négative. C'est un seul succès sur les 7 derniers matchs de championnat. Et ils se sont encore loupés face à Eupen le week-end dernier. Complètement. Donc, et malgré tout, leur terrain synthétique n'est plus... Enfin, en tout cas... n'est plus un avantage comme on pouvait le considérer par le passé, en tout cas dans toutes ces rencontres-là. Et c'est vrai que Charleroi va de nouveau affronter, c'est pour ça que j'introduisais comme cela le sujet, ils vont de nouveau affronter une équipe qui est en grande difficulté. Donc je pense quand même que Charleroi va l'emporter. Je crois qu'ils vont gagner ce match parce que là, la baffe qu'ils ont pris contre Genk, j'espère. En tout cas, moi, je pense qu'elle va être salutaire, Jérémy. En tout cas, Saint-Tron, c'est le deuxième pire bilan aussi à l'extérieur, oui. Avec Moucron dans ces eaux-là. Donc, on verra ce que Saint-Tron fera du côté de Charleroi. Ce sera à suivre dès demain soir. La suite, on va parler de Zulte Waregem. Et puis, aujourd'hui, c'est J-100. J-100 avant l'Euro, ça tombe bien. On a une petite surprise aussi pour vous tout à l'heure. Je vous le disais, on va parler de la rencontre de Zulte Waregem ce week-end. On va voir si Alex Tecla qui est concentré. Ils vont jouer contre qui, Zulte Waregem, ce week-end? Je ne sais pas, voilà. Et j'ai fait exprès de répondre ça. Voilà, c'est Damien qui va le dire parce que c'est lui qui l'a invité. Club de Bruges. Ouais, voilà, c'est Damien qui doit le dire. C'est lui l'invité, donc je ne lui prends pas. Voilà, je ne lui prends pas son temps de parole. C'est juste la politesse. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est là déjà, Damien Marc est avec nous ce soir. Bonsoir, Damien. Bonsoir à tous. Vous avez de la chance qu'il était vraiment là, Alex. Bon, on est très content de vous avoir avec nous ce soir, Damien. Et qu'est-ce qui se passe du côté de Zulte Waregem? Vous n'arrêtez plus de gagner? Oui, je sais pas. Tout se passe bien en ce moment. On est dans une bonne dynamique, on en profite et en espérant que ça dure. 3 victoires de suite. C'est 4 sur les 5 derniers matchs pour Zulte Waregem. Notamment dans ce fameux derby qu'on appelle le Vlasico, victoire face à Courtrai. Damien, comment on explique qu'il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, on parlait de vous comme potentiel relégué en division 1B et qu'aujourd'hui vous êtes aux portes du top 4? C'est vrai. Après, je ne vais pas vous mentir que moi, j'ai jamais eu ce sentiment en interne. Même si les observateurs extérieurs pouvaient juger que l'équipe était peut-être plus faible que les saisons précédentes, moi je sentais qu'il y avait cette qualité dans le groupe où on pouvait faire de belles choses et voilà, on est en train de prouver que les joueurs mal aimés dans certains clubs font le bonheur dans d'autres clubs, donc voilà, on en profite et on verra où ça va s'arrêter, mais pour le moment, on est plutôt dans une bonne dynamique. Certains disaient, Damien, est-ce que c'est encore l'époque de Francky Dury? Ça fait des années qu'il est là, il sera encore là pendant des années, puisqu'il a signé un contrat pratiquement à vie avec Zulte. Et au final, il a lui aussi réussi à prouver qu'il arrivait encore à trouver des solutions et à remotiver un groupe. Oui, aussi, il y a l'impact du coach qui connaît bien le championnat, qui connaît bien le club, et puis aussi une nouvelle façon de travailler avec David Defoe et Timmy Simons.
où tout le groupe est concerné, que ce soit les titulaires, les remplaçants, ceux qui jouent peut-être un peu moins. Tout le monde reste concerné. Les séances d'entraînement sont vraiment de qualité et on savait qu'avec ce staff-là, on pouvait faire quelque chose de bien et de bon cette année et on en profite. Mais je suis pas surpris de voir Zulte Waregem à ce niveau en ce moment. Et donc à 3 points d'Ostende et de Genk au classement notamment. Est-ce que ce n'est pas finalement le fait que vous soyez devenu capitaine de l'équipe qui a tout changé? Il y a quand même un rapport de cause à effet là-dedans. Vous avez pris le brassard et quelques semaines après, c'était parti. Ça fait plaisir et obligatoirement, mais c'est vraiment la prise de conscience d'un groupe. Je pense que c'est là où la différence se fait. C'est qu'en ce moment, on se bat les uns pour les autres et c'est ce qui a peut-être manqué en début de saison, mais voilà, j'essaye avec mon expérience, avec mon vécu, d'apporter ce que je peux, d'apporter mon énergie, mon enthousiasme et mon envie d'avoir le ballon et ça se répercute peut-être sur l'équipe, mais c'est un travail collectif et à chaque fois je suis fier de mon équipe quand ça se passe comme le week-end dernier. Tiens, il y a eu un déclic justement, Damien, ces dernières semaines dans la saison. C'était quoi le déclic, tiens, si on a eu un? C'est peut-être la défaite au match aller 0-6 contre le club de Bruges justement, où on s'est dit que si on continuait comme ça allait vraiment être compliqué et on a commencé tout doucement à ressortir un peu la tête de l'eau. Donc voilà, je pense que c'est parfois en prenant une grosse claque où on se dit que c'est pas fini, mais voilà, je pense que c'est peut-être ce match qui a été le déclic de notre remontée. On a une question pour Alex Teclac ce soir. Zulte Waregem, Alex, top 4, top 8 ou rien du tout? Au moins top 8, j'espère. J'espère vraiment pour eux, parce que ce serait dommage. C'est vrai qu'ils ont... Damien l'a un peu évoqué, ils ont un peu grillé leur joker dans leur début de saison, voire le milieu de saison. Un 8 sur 33, voilà, pour débuter, on rappelle aussi. Qui était compliqué. Donc le top 8, ce serait bien, parce qu'en plus ils produisent du jeu, ils produisent du foot, avec aussi Gianni Bruno qui est en feu, qui est vraiment très très bon, qu'on avait reçu ici aussi il n'y a pas longtemps. Mais ce qui me marque très fort en fait dans cette équipe, c'est que Damien, tu es quand même là depuis quelques années, c'est que souvent comme ça ils ont des périodes où à un moment donné il faut intervenir au mercato hivernal. Ça a peut-être été un peu moins le cas ici cette saison, pour rééquilibrer l'effectif. Parce que quand on regarde les débuts de saison ces dernières années de Zulte Waregem, ils sont un peu similaires. Alors le mercato permet de rectifier certaines choses, on a évoqué aussi le départ d'attaquants quand même qui était important l'année dernière, etc. Mais si vous prenez vraiment l'équipe d'un point de vue individuel et que vous regardez à chaque position les joueurs qui sont là, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient susceptibles d'intéresser d'autres bonnes équipes de notre championnat. C'est pas une équipe qui naturellement doit jouer pour son maintien à Zulte Waregem, pas du tout. Damien, une réaction par rapport aux propos d'Alex Teclac? Non, je suis totalement d'accord. On est peut-être l'une des équipes où il y a le nombre de joueurs le plus élevé en termes de matchs, avec Oli de Skact, avec Lorenz de Bock, avec Gianni Bruno, Marc Govea, Ibrasek, Sami Bossut. Voilà, je pense que on connaît le championnat, on est plutôt performant ces derniers temps et je pense que voilà, notre place était pas dans le bas du classement et on a su remettre un peu les pendules à l'heure et c'est tant mieux pour tout le monde. En début de saison, Damien, c'était quoi l'objectif en fait dans la causerie de groupe, etc. C'était d'aller chercher le top 8, c'était ça ou il y en avait un autre? Non, c'était de se maintenir tout d'abord. Et après, parce que voilà, il y a la situation financière du club aussi qui était peut-être un peu compliquée, donc c'était surtout se maintenir. Et en voyant le début de saison, c'était surtout se maintenir. Et puis maintenant, c'est penser un peu aux playoffs, mais on vient de tellement loin que j'ai l'impression qu'on profite du moment plutôt que de se projeter. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que nos performances sont bonnes, qu'on se projette pas dans 2, 3 ou 4 matchs, c'est qu'on prend les matchs importants les uns après les autres et ce week-end on en a encore un qui nous attend et j'espère qu'on va faire de bonnes choses. On en vient justement à ce match contre le club de Bruges. Alex, vous leviez le doigt très poliment, allez-y. Non mais Gianni nous disait il y a quelques semaines que l'état du terrain vous avantageait pas. Tu crois vraiment, enfin moi je pense que oui, mais ça vous a fait perdre beaucoup de points, Damien? En voyant nos performances à l'extérieur, on peut se dire que si on avait eu un meilleur terrain à domicile, on aurait peut-être pu grappiller aussi quelques points à domicile.
quand je vois que voilà, on a perdu des matchs à domicile contre Louvain où on menait, contre Berscott où voilà, on aurait peut-être pu faire autre chose, mais c'est le jeu, c'est le foot. On a subi le terrain et après on a peut-être trouvé cette excuse aussi peut-être un peu trop facilement. On a évité de se remettre en question et on a pris vite l'excuse du terrain et ça n'a pas été la bonne solution. Bon, rassurez-nous, le calendrier, le jardinier n'a pas été viré. Pas à ma connaissance, non. Pas à ma connaissance. Mais voilà, c'est parfois les aléas des terrains. On n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, mais on a fait de bonnes performances à l'extérieur et ça nous a permis de rester à flot, on va dire. Eh ben, ça tombe bien parce que les 2 prochains matchs pour vous, ce sera à l'extérieur, au Club de Bruges et au Sporting d'Anderlecht. Ce ne sera pas une mince affaire avant de jouer Eupen, Malines et la Gantoise. Le Club de Bruges, Damien, vous en parliez, vous aviez été largement battu 0-6 il y a quelques mois dans ce match-là. Bruges n'a plus joué en championnat depuis le 7 février. Ben, les Brugeois, ils veulent remettre des matchs avec le Covid et autres, même si ça a beaucoup fait débat aussi ces dernières semaines. Le Zulte d'aujourd'hui peut rivaliser, Damien, avec ce Bruges-là? J'ai envie d'y croire. Je pense que justement, s'il y a une période où on peut peut-être faire quelque chose, c'est en ce moment. Mais voilà, on sait que Bruges, c'est le leader du championnat, c'est la grosse équipe du championnat, que prendre des points contre Bruges, c'est pas donné à tout le monde, mais on va faire le maximum. On est sur une bonne dynamique et j'ai l'impression que tout le monde a envie de bien faire et que si tout le monde y croit, voilà, c'est peut-être ça aussi, c'est y croire. Si on y croit, on peut les battre. Je disais que Bruges n'avait plus joué depuis le 7 février. Ils ont joué un match depuis le 7 février, mais donc au niveau du rythme, il y a aussi eu bien sûr cette élimination en Europa League pour les Brugeois. Alex. Ouais, Damien parlait de bons moments, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que ça viendra après le match de coupe. Et donc, voilà, malgré tout, avec le Covid, avec les absences et les joueurs qui vont être inévitables, même les joueurs qui reviennent, ils vont inévitablement être impactés par cette maladie. D'un point de vue physique, avoir ce match en pleine semaine pour Bruges et pour le Standard, d'ailleurs, c'est quand même, ça peut être considéré comme un avantage pour Zulte qui va les affronter. Le match de coupe justement entre Bruges et le Standard, c'est dans quelques minutes. D'ailleurs, juste après cette Eleven Corner. Est-ce que ça reste, Damien? Vous en avez peut-être parlé avec Vossen, avec De Bock, un match particulier pour eux de rejouer face à leur ancienne équipe? Je pense que rejouer contre son ancienne équipe, c'est toujours particulier. C'est le cas pour moi quand je joue contre Charleroi, ça doit être le cas pour Oli quand il va jouer contre Anderlecht. En ayant passé autant d'années dans un club, on s'attache à certaines personnes, à certaines valeurs du club, et c'est toujours un peu particulier de revenir. Et on a toujours envie de bien faire. Donc j'espère que ce sera le cas ce week-end, que tout le monde se mettra au diapason et qu'on sortira une grosse performance. Vous pensez à quoi d'ailleurs, vous, avant un match contre le Sporting de Charleroi? Ça reste, on peut dire, le club de votre cœur, le Sporting de Charleroi? Oui, avec mon passé en France à Boulogne-sur-Mer, ça reste les 2 clubs où j'ai été les plus performants. Mais en ce moment, je retrouve, je vais dire, ce niveau ici à Zulte-Waregem. Donc, je suis content, mais oui, Charleroi aura une place particulière dans ma carrière de joueur, c'est sûr. Bon, vous êtes devant Charleroi au classement pour l'instant. Et on va y rester. C'est l'objectif. Allez, merci beaucoup Damien d'avoir été avec nous. Mais vous n'allez pas partir tout de suite parce que vous êtes invité. Et qui dit invité dit pronostic aussi. Donc on va vous rappeler les matchs du week-end et vous allez nous dire, tiens, est-ce que ce sera par exemple Charleroi ou Saint-Tron qui va s'imposer vendredi? Ou match nul? À vous de nous dire. Charleroi. Il y aura Eupen-Louvain. Match nul. Waasland-Beveren-Berscott. C'est là, je vais dire match nul. Match nul dans ce match important pour Waasland. En bas de tableau, on découvre les autres rencontres. Il y aura Antwerp-Courtrai. Antwerp. Moucron-Standard, tiens. Moucron. Alors, vous n'allez pas pronostiquer Club de Bruges Zulte-Waregem, comme ça, pas de problème. Anderlecht-Malines, par contre. Anderlecht. Il y aura également Genk contre le Cercle de Bruges. Genk. Et puis lundi, la Gantoise contre Stande. Vous voyez qui là? Match nul. Eh bien, on verra si vous êtes bon au jeu des pronostics. Damien, on vous tient au courant, bien sûr. Pour l'instant, Faris Aroun, Philippe Albert ont signé un 5/8. Donc, c'est pas mal, hein, on vous tient au courant. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Avec plaisir, c'était très agréable, merci. Eh bien, quand vous voulez, bon match, on sera évidemment là dimanche 16h pour ce Club de Bruges Zulte Waregem. Et si Zulte Waregem terminait dans le top 4 cette saison, rien n'est impossible. C'était Damien Marc avec nous. On a encore un invité, Alex, ce soir qui va nous rejoindre dans quelques instants. Une idée, ne dites rien. Je ne dis rien. On le sait, c'est Ahmed Touba, justement. Est-ce qu'il sera avec les Diables Rouges prochainement? On en parle avec lui. J-100 avant l'Euro et franchement en date, ça va faire du bien à tout le monde, même si l'événement n'est pas encore confirmé à 100%, mais on devrait vraiment pouvoir, on l'espère, frémir aussi, jouir, utilisons le terme, parce que franchement là on est en manque de grande compétition. Je suis désolé Alex, je vous vois sourire, mais oui. Ça va nous faire du bien, ça c'est une certitude. La liste de Roberto Martinez va arriver, elle aussi bientôt, ça va faire du bien à certains. Il y a pas mal d'absences, on va quand même les rappeler aussi. Boyata, Vertonghen, Vermaelen qui sont aussi hors forme. Witsel qui se remet toujours, on le sait. Prat, Chadli, Eden Hazard, Carrasco maintenant, qui ont aussi été touchés. Bon, ça commence à faire beaucoup. Torgan est sur le retour, c'est très bien. Des surprises, on en aura. Voilà. Imaginez que vous êtes Roberto Martinez aujourd'hui, est-ce que vous continuez d'aller tenter avec des jeunes, que vous allez peut-être les appeler pour la première fois, ou vous essayez d'avoir une certaine sorte de continuité? Mais la première chose peut-être à faire, surtout en ce qui concerne le blessé le plus impactant, c'est quand même Witsel. Là, il faut qu'il trouve une solution. Alors, on avait évoqué en effet le retour éventuel de Fellaini. Moi, je pense quand même qu'il doit être bon séducteur pour le faire revenir, Martinez. Il doit tout faire pour le faire revenir parce que, je l'ai déjà dit, c'est pas la même chose quand on l'a ou quand on ne l'a pas dans son noyau. C'est vraiment une arme supplémentaire. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout la même position, enfin, le même profil que celui de Witsel. Mais des efforts doivent vraiment être consentis, je pense. Et je pense qu'il s'y emploie aussi pour un retour de sa part en équipe nationale. Pour moi, c'est vraiment important. Mais l'un des grands chantiers, Alex, c'est aussi un cran derrière. C'est au niveau de la défense. On a parlé de toutes les absences qu'il va y avoir. On sait qu'il veut tester des choses, qu'il avait aussi pensé à Van Heusden qui est aussi blessé, on pourrait le rajouter à la liste. Que faire? Aller chercher des petits jeunes. On sait que dans notre championnat, par exemple, il y a Arthur Théat qui est gaucher. On sait qu'il y en a d'autres qui sont aussi à l'étranger. Vous feriez quoi? Non, ça doit être des joueurs de complément. Parce que aborder, à moins que vraiment vous tombez sur un talent exceptionnel au niveau technico-tactique, mais aussi au niveau maturité, ce qui est quand même très rare à ces âges-là, il faut absolument avoir des valeurs sûres pour entamer cette compétition. Je vois encore la compétition, c'était sous Wilmot, où finalement Daniel Van Buiten n'avait pas beaucoup joué, rappelez-vous, il était au Bayern, si mes souvenirs sont bons, et réalise un championnat du monde exceptionnel. Vraiment, il a été très très fort durant les matchs qu'il a joués. Preuve que ce n'est pas simplement une question de rythme aussi. C'est aussi une question à un moment donné de maturité, de savoir gérer ces matchs. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment important d'avoir de l'expérience. C'est même la chose la plus importante. Oui, on rappelle que les matchs vont commencer, ce sera le 24, 27 et 30 mars, match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 face au Pays de Galles, à la République tchèque et à la Biélorussie. Et pourquoi pas, tiens, un certain Ahmed Touba. Salut Ahmed, tout va bien ? Salut, ça va et toi? Très très bien, merci d'être avec nous ce soir. Ahmed, vous êtes international U21 là? Oui, bien sûr. Donc, j'ai réintégré l'équipe nationale cette saison, après avoir participé au U17, U18, U19. Oui. Donc dernièrement, voilà, on s'est fait éliminer, mais bon, voilà, ça fait partie du foot aussi. Ouais, l'apprentissage certainement, même si c'est vrai que la manière avec laquelle cette élimination est survenue, ça a fait grincer pas mal dedans, avec un noyau si prometteur aussi et beaucoup de talent. Ahmed, pour celles et ceux qui sont en train de se dire, mais bon, Ahmed Touba, c'est qui encore? Ahmed Touba, c'est ceci, regardez, cette saison, on est allé chercher ce petit but que vous avez inscrit à Waalwijk, aux Pays-Bas, puisque vous êtes là-bas aujourd'hui, et vous êtes défenseur central, mais cette patte gauche, elle est plutôt pas mal. Non, franchement, j'ai été surpris moi-même parce qu'à ce moment-là, je voulais retourner défendre. Donc quand je me suis retourné, j'ai vu le ballon. Et après, directement, voilà, j'ai pas hésité. Donc ça m'a réussi, quoi. Ce parcours, justement, vous pouvez nous en parler un petit peu? Voilà, vous étiez au club de Bruges il n'y a pas si longtemps que cela. Vous vous retrouvez aujourd'hui à Waalwijk. C'est le parcours dont vous avez rêvé? Ou alors il y a eu quelques petites embûches aussi sur celui-ci? Non, je pense pas qu'on puisse rêver d'avoir un parcours comme celui-là, mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie du destin. Donc le plus important, je pense que c'est d'y accrocher et de ne pas lâcher. Bon voilà, moi si à l'époque on m'aurait demandé c'était quoi ton rêve, c'était de jouer un maximum de matchs avec Bruges et pourquoi pas faire un transfert de rêve, on va dire. Donc, mais bon, la vie elle a fait que ça s'est pas passé comme ça et voilà, je dois continuer à travailler, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé justement du côté du club de Bruges? Est-ce que finalement c'était peut-être pas, on en parlera avec Alex, peut-être une période difficile aussi pour certains jeunes? Aujourd'hui les jeunes ont peut-être plus
de temps de jeu, plus de crédit, Alex, qu'il aurait donné? Je sais pas, en tout cas, Ahmed, moi je me souviens de ses débuts, et c'est vrai qu'il était... La période en fait à laquelle il est arrivé et qu'il a joué était une période de transition importante pour Bruges, parce qu'ils mettaient aussi en avant leur centre de formation dans lequel ils ont investi beaucoup d'argent, énormément de moyens, et des moyens humains aussi, et des moyens infrastructurels. Je pense qu'ils attendaient aussi beaucoup, peut-être un peu trop de sa part, si mes souvenirs sont bons. Tu jouais latéral gauche, je pense, Ahmed, à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, alors, je ne sais pas si c'est ton poste préférentiel ou pas, mais voilà, c'était une période encore un petit peu... C'était pas la période du grand dominant Bruges, comme on la connaît aujourd'hui. C'était les débuts. Voilà, et je pense qu'Ahmed le confirmera. Et dans ce contexte-là, ça a été peut-être un peu difficile aussi par rapport aux attentes qu'on avait sur les jeunes et sur lui en particulier. Ahmed, le problème, il était principalement là ou il y avait aussi autre chose? Comment dire, il y avait aussi autre chose, malgré le fait que, par rapport, bien sûr, à l'époque, on n'était pas comme maintenant. Rouge, maintenant, pour moi, il écrase franchement toute la compétition parce que vraiment, ils sont vraiment très, très, très forts. Mais bon, aussi, à l'époque, il ne faut pas oublier que j'avais commencé, c'était avec Michel Prudhomme. À cette époque-là, il avait fini. Enfin, c'était terminé pour lui à Bruges. Donc, on était passé d'un autre coach à Ivan Leko, et aussi avec une autre tactique qui n'était pas, entre guillemets, la meilleure pour moi. Parce que d'évoluer sur tout un flanc, ce n'est pas la même chose d'évoluer à 4 derrière. Donc bon, voilà, c'est plutôt ça, quoi. Bon, vous êtes passé par Tournai, par Moucron aussi chez les jeunes. La majeure partie de votre formation, vous l'avez réalisée où? Donc à Tournai, je suis resté quand même pas mal de temps. Donc je ne me rappelle plus combien de temps, mais bon, je pense 4-5 ans. Et après, ça a été vraiment court. Après, j'ai fait 1 an à Moucron pour essayer la division 1, parce qu'à l'époque, Tournai, c'était en division 2. Donc après, j'ai été en division 1 à Moucron, puis 1 an au Standard. Puis je suis revenu en France, 2 ans à Valenciennes. Puis après, j'ai été 1 an en Zuterregem, et après, je suis venu à Bruges. Ouais, donc, juste après venir, quoi. Fameux parcours quand même. Vous avez 22 ans et pas mal voyagé déjà. Vous êtes défenseur aussi, gaucher, en Belgique. Quand on dit défenseur et qu'on dit gaucher, il y a des signaux qui s'alertent chez Roberto Martinez ces dernières semaines. Est-ce que ces sirènes-là et ces alertes-là arrivent chez vous aussi? Est-ce que vous y pensez? On sait que vous êtes belgo-algérien. Déjà, là, est-ce que votre choix va plutôt se porter vers la Belgique ou plutôt vers l'Algérie? Ça, c'est un dilemme, hein? Oui, après, voilà. Moi, pour ma part, j'y pense pas vraiment. Le plus important, c'est d'enchaîner les matchs. Bon, après, voilà, j'ai le passeport belge, j'ai le passeport algérien, j'ai aussi le passeport français. Donc, voilà, pour moi, le plus important, c'est de performer chaque week-end. Et après, c'est vrai, voilà, j'ai fait mes classes avec l'équipe nationale belge. Ouais. Et bon, quand on joue même en réserve, donc en espoir, on entend beaucoup parler de l'équipe première. Et aussi, il y a 2-3 joueurs qui ont été en équipe première et après qui redescendent avec nous. Donc voilà, on sait qu'on est proche de l'équipe A. Mais pour le moment, moi, le plus important, c'est vraiment d'enchaîner les matchs et on verra bien ce qui se passera. Et donc, pas de contact avec Roberto Martinez de manière concrète? À l'époque, j'en ai eu, quand j'étais à Bruges, donc mes débuts, j'en ai eu, donc il m'avait appelé une fois. Mais depuis là, non, pas de contact direct, pour être honnête. Alex, je me tourne vers vous aussi parce qu'on parle de plusieurs noms pour les Diables Rouges. On pourrait faire le parallèle finalement avec un Pascal Streux qui joue du côté de Leeds. Ben, c'est aussi des noms il y a quelques semaines dont on n'a pas entendu parler. Et puis aujourd'hui, on parle éventuellement de venir chercher un Français, c'est Adrien Truffert. Il faut décoder quoi là-dedans? D'abord, le fait qu'on est pauvre, je veux dire, au niveau de ses positions actuellement. Ça, c'est clair. En tout cas, des gars qui auraient déjà une certaine expérience, une certaine maturité. Moi, je trouve que c'est un peu ambigu par rapport aussi à... Mais il y a une réalité, voilà, à laquelle il faut coller, mais c'est ambigu par rapport à l'intérêt que porte, et un vrai intérêt, c'est pas quelque chose de fin de la part de l'entraîneur fédéral, pour les jeunes, pour toutes les sélections, parce qu'il est vraiment, je vous assure, au courant de tout ce qui se passe partout, à partir des U15. Il est très impliqué, il est vraiment dans le développement des projets. D'ailleurs, il a aussi cette étiquette de directeur sportif, technique. Donc c'est quand même important de le souligner, de le rappeler. Mais à un moment donné, il est face aussi à la réalité du niveau auquel ces gamins-là peuvent pour le moment évoluer. Et par rapport aux résultats immédiats qu'on attend dans des compétitions internationales, a-t-il vraiment le choix? Maintenant, c'est vrai que le signal envoyé peut être mal interprété par rapport à ces jeunes générations. Mais il faut quand même le reconnaître. Ahmed est peut-être une des exceptions. On n'a pas non plus beaucoup de défenseurs centraux gauchers. Il y a Delcroix qui l'a aussi essayé.
Il y a Bornau qui est venu, mais en tant que droitier, ça veut dire que ces essais-là, il avait quand même une idée derrière la tête au moment où il les a effectués, parce qu'il voulait pallier aussi le problème qui pourrait se poser. Oui, on me dit dans l'oreillette aussi depuis tout à l'heure, je vais quand même le sortir, on salue Thomas van der Linden qui édite cette édition avec nous chaque semaine, on nous dit Olivier de Scact. Non, là, Ahmed pourrait vraiment être vexé, je comprendrais, même s'il a joué aussi à Zultuare Game. Non, ça je pense pas. Bon Ahmed, pour refermer ce chapitre, on espère évidemment un jour vous voir en équipe nationale. On a bien compris que vous allez d'abord prendre aussi les match par match en club pour progresser, mais est-ce qu'il y a un moment donné où, voilà, on parlait des contacts avec Roberto Martinez. Vous avez dit oui quand j'étais à Bruges, les contacts avec la sélection algérienne ou française, il y en a eu ? Non, française, non. Enfin, à l'époque, quand j'étais à Valenciennes, on faisait les sélections départements, donc Nord-Pas-de-Calais, contre l'Île-de-France, etc. pour l'équipe de France. Mais bon, ça c'était à l'époque et j'ai pas été plus loin que ça. Mais sinon, oui, l'algérienne depuis 4 ans et encore maintenant. Donc, bien sûr, c'est du concret. Mais voilà, pour le moment, on va dire que l'équipe nationale, c'est dans 3 semaines et on verra bien. Et vous rechargez le téléphone, c'est ça, pour être sûr que vous ayez assez de batterie au cas où. Au pire, il y aurait les U21 aussi, de toute façon encore, non ? Vous y êtes plus ? Non, c'est terminé. Pour nous, c'est terminé. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc là, c'est fini pour vous. Bon, donc c'est les diables. Mais pourquoi pas ? Non, je voulais juste une question à mettre. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été éliminé par la Bosnie et puis aussi avoir une certaine influence, pourrait avoir une certaine influence sur les choix futurs. Parce que franchement, vous aviez vraiment tout en main et j'avais fait ce match-là parce que j'avais suivi toute la campagne et on espérait vraiment que vous puissiez vous qualifier. Bah oui, je pense pareil parce que en fait, pour moi, je pense sincèrement qu'on allait se qualifier avec l'équipe qu'on a eue et voilà, pour moi, je pensais jamais qu'on allait perdre en Moldavie et encore moins donc, en Bosnie. Et voilà, moi, je me voyais déjà à l'Euro, donc avec un groupe comme on avait, et voilà, faire un bon parcours à l'Euro. Et bon, les choses ont fait qu'on ne s'est pas qualifié et c'est vraiment dommage. Et voilà. Ça doit servir de leçon, hein, les gars, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus de cette non-qualification. Bon, en attendant, vous êtes à Waalwijk, 3 buts déjà cette saison. Bonne fin de saison, Ahmed. Franchement, je ne peux pas me plaindre. Donc, j'enchaîne tous les matchs. Et après, voilà, pour un défenseur, on va demander premièrement de défendre. Donc, c'est ce qu'on fait bien, je trouve, parce qu'on ne prend pas beaucoup de buts. Et là, je pense que c'est le 3e clean sheet qu'on fait. Donc, pour une équipe comme Waalwijk, je pense que c'est pas mal. Et encore, oui, bien sûr, j'ai eu la chance de marquer 3 buts. Donc, c'est super. Et l'année prochaine ? Ce sera toujours là ? L'année prochaine, franchement, je ne sais pas. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt et que le club aussi reçoit beaucoup d'appels. Mais voilà, pour le moment, rien de concret, rien sur papier. Le plus important, c'est terminer les 10 matchs et après, on verra bien. Bon, vous nous faites un petit message alors pour nous dire en primeur où vous signez pour Eleven Corner. On est bien d'accord avec ça. Très bien. Le dernier mot est pour Alex Teclac. Alors, juste une petite chose. L'équipementier de votre club, tu le féliciteras, Ahmed, de ma part, parce que le maillot Smarties, là, que j'ai vu tout à l'heure, c'est pas mal. Voilà. D'accord, pas de souci. C'est un peu spécial. Bon, vous pouvez toujours en faire parvenir à l'adresse qu'on vous communiquera d'Alex Teclac, qui visiblement est fan des Smarties. Merci Ahmed et à très bientôt. À très bientôt, que tout aille bien. Merci Alex aussi, puisque c'est la fin de l'émission. Merci à vous, Jérémy. On rappelle que vous serez ce week-end à Moucron. Moucron, Standard, pour une très belle rencontre. Ce sera dimanche. Que tout aille bien pour vous aussi là-bas. Dans des stades toujours vides, malheureusement. Grosse pensée pour tous les supporters. Merci de votre fidélité. On se retrouve, mais pas jeudi prochain, puisqu'il n'y aura pas de Pro League, mais jeudi, donc dans 15 jours, pour un nouveau numéro d'Eleven Corner avec d'autres invités. Encore et toujours, c'est à revoir cette émission sur le site d'Eleven. N'oubliez pas, Alex, vous l'avez dans vos favoris, et ça c'est très bien. Et sur YouTube également. Bonne soirée. Ciao, ciao.